Voilà, j'invite maintenant Cédric Baudran, qui est membre du réseau naturaliste herpétophone de l'ONF, et Audrey Trochet de l'Association herpétologique de France à venir nous rejoindre pour parler des protocoles POP amphibiens, ces outils pour la surveillance nationale des populations d'amphibiens dans l'Hexagone et en Guyane. Bonjour à tous les deux. Tiens, même question qu'à vos camarades tout à l'heure. Quel est l'état des lieux de la biodiversité des amphibiens? S'il fallait donner comme ça une image. Alors, si on parle que des amphibiens, ça se porte pas bien. Je pense qu'Audrey va le présenter, que ce soit au niveau mondial, européen ou même français. On est sur des pourcentages de déclin assez forts. On vous laisse nous présenter votre sujet, oui. Et puis on aura des questions à vous poser juste après. Je profite juste d'avoir le micro pour remercier Audrey qui fera la grande partie de la présentation puisqu'elle pilote les deux programmes POP amphibien qu'on va surtout détailler et POP reptile. Et j'interviendrai juste sur les parties ONF. Merci Cédric. Je voulais déjà vous remercier de m'avoir invité aussi à présenter à deux voix ces résultats-là avec Cédric. On est extrêmement ravis en fait de notre partenariat depuis plusieurs années avec l'ONF. Bon, voilà. Après, malheureusement, je vais vous montrer des résultats qui ne sont pas super positifs. On ne s'est pas du tout concerté avec la LPO, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos deux présentations. Donc, je vais vous présenter. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur vraiment les suivis amphibiens dédiés du coup à la surveillance nationale de leur population dans l'Hexagone et en Guyane. Alors, un petit contexte. L'état de santé des amphibiens à travers le monde, il n'est pas bon du tout. C'est le groupe taxonomique le plus menacé à travers le globe. En Europe, on a 23% des espèces d'amphibiens qui sont menacées. Et en France, que hexagonale, on a aussi 23% de nos espèces qui sont aujourd'hui menacées. Donc ça, ce sont les résultats des dernières listes rouges. Sur les reptiles, même si je ne détaillerai pas aujourd'hui ici avec vous, mais on est sur des tendances similaires, malheureusement, des espèces très menacées, principalement par la dégradation des habitats. Mais encore une fois, presque un quart des espèces de reptiles sur le territoire hexagonal qui sont menacées aujourd'hui. C'est passé? Non, c'est pas passé. Voilà. Donc face à ce constat, on a, nous, un vrai besoin urgent de conservation de ces espèces-là, qui sont au bord un petit peu de l'extinction pour certaines d'entre elles. Et puis, on a aussi un nouveau challenge qui est un manque crucial de données empiriques. C'est-à-dire qu'à travers toutes les évaluations des différentes politiques environnementales, donc que ce soit les listes rouges, que ce soit les rapportages de la directive Habitat dont on a déjà parlé depuis ce matin, les évaluations des mesures ERC, l'évaluation des trames vertes et bleues, souvent ces tendances-là, elles sont évaluées sur dire d'experts. Donc ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'on est toujours en manque de données empiriques des vraies tendances des populations de nos amphibiens et de nos reptiles. D'où vraiment la nécessité d'obtenir des protocoles nationaux de suivi qui permettent le suivi sur le long terme des populations d'amphibiens et de reptiles et d'obtenir des tendances de population qui soient obtenues grâce aux données mesurées sur le terrain. Donc, le protocole POP amphibien que je vais vous présenter juste après et le POP reptile pour nos amis les reptiles, ce sont des protocoles POP qui sont intégrés dans le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre, donc depuis 2021, mais qui ont quand même été déployés sur le territoire par toute la communauté d'herpétologues depuis les années 2010 à peu près. Donc aujourd'hui, on a quand même une base de données qui récolte pas mal de données protocolées depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, donc on commence vraiment à avoir des premiers résultats intéressants. Donc ce programme national de surveillance de la biodiversité terrestre en France, il est bien prévu donc, dans l'action 70 du plan biodiversité. Et puis là, j'ai volontairement dit juste surveillance de l'herpétofaune en France, parce que depuis 2 ans, la SHF coordonne aussi la surveillance de l'herpétofaune en Outre-mer. Donc nos protocoles de surveillance sur l'Hexagone et la Corse ont été soutenus par l'OFB et Patrinat depuis 2021. Donc ça a vraiment permis de donner un coup d'accélérateur à ce programme-là. Et puis depuis l'an dernier, on coordonne aussi les suivis de l'herpétofaune en Guyane et aux Antilles. Et à partir de janvier 2025, on arrive sur les territoires de la Réunion et de Mayotte.
Donc la SHF coordonne l'ensemble finalement des protocoles de surveillance de l'herpétofaune en France. Alors voici le type de résultats qu'on peut obtenir grâce à nos protocoles POP amphibien, POP reptile. Donc vous aurez sur les prochains graphiques qui vont apparaître, donc c'est la probabilité d'occupation des sites en fonction du temps. Ici vous avez l'exemple de la rainette verte où on voit malheureusement une tendance au déclin au fur et à mesure du temps. Vous avez la même chose sur la vipère aspic que certains connaissent bien aussi. Et qui montre depuis l'an dernier une tendance relativement stable. Malgré tout, les résultats du POP reptile, qui ont été accumulés depuis une dizaine d'années, ont permis récemment de réévaluer en fait, le statut de conservation de la vipère aspic dans la liste rouge européenne, parce que juste à présent, elle était considérée comme peu menacée, et à partir de la prochaine mise à jour de la liste rouge, elle va être considérée comme vulnérable. Donc il y a un vrai impact pour nous, dans les politiques environnementales, de venir injecter nos données empiriques des suivis protocolés pour faire changer les choses et pour qu'il y ait des plans de conservation qui soient vraiment dédiés à la conservation des espèces de l'herpétofaune. Donc le protocole POP amphibien, c'est quoi ? Je vais vous parler du protocole POP amphibien communauté. C'est le plus commun, c'est celui qui permet de suivre plusieurs espèces relativement communes d'amphibiens. Et le principe, il est assez simple. On va sélectionner plusieurs sites aquatiques, on va dire grosso modo des mares. Donc vous avez plusieurs petits groupes de mares qui sont les uns à côté des autres et que vous devez suivre plusieurs fois dans l'année, une fois tous les 2 ans. Et donc à chacun de vos passages, vous devez noter la présence des espèces, éventuellement les effectifs. On n'est pas sur des protocoles d'abondance, on est sur du protocole de site occupancy. Et puis vous allez réaliser, bien évidemment, encore une fois, on est sur des protocoles sur le long terme, donc plus on maintiendra nos passages sur ces sites-là pendant une longue période, et mieux ce sera. Voici les espèces qu'on est susceptible de rencontrer pendant les passages du POP amphibien communauté. Alors, il y a des espèces qui ne vivent pas forcément aux mêmes endroits dans l'Hexagone, mais vous voyez quand même qu'on a un beau panel d'espèces différentes qu'on est susceptible de rencontrer pendant les passages POP amphibiens. Ça nous permet aussi d'obtenir les tendances de toutes ces espèces-là à l'aide d'un seul et même protocole. Les passages, je ne l'ai pas souligné, mais les passages sont bien évidemment centrés sur les périodes de reproduction des animaux pour maximiser en fait les chances de rencontre des espèces au moment où on est sur le site. Voici où on en est. Donc ça, c'est la situation fin 2023. Comme le protocole se déroule une année sur 2, les prochaines analyses auront lieu en 2025. Donc tous les points verts représentent une marque qui a été au moins suivie une année. Donc vous voyez qu'on a quand même plusieurs milliers de sites qui sont suivis. Donc ça, on peut quand même s'en contenter. Malgré tout, on a une forte hétérogénéité spatiale en fait, dans la représentation de nos suivis. Donc moi, mon travail principalement, c'est de venir coordonner et de venir animer dans toutes les régions où vous voyez un peu trop de blanc, tous les herpétologues pour les aider, les former, les accompagner dans la mise en place de ce protocole-là et dans la remontée des données. Et les aider aussi à trouver des financements pour, sur le terrain, avoir du temps financé à ça. Au niveau des résultats, donc on a une partie des espèces qui sont stables, qui ont une tendance relativement stable depuis les années 2010 à peu près. Donc c'est le cas du triton alpestre, encore du triton marbré ou de la grenouille rousse. On a des espèces un peu particulières qui sont suivies dans le cadre d'autres programmes. Donc on essaye aussi au maximum de mutualiser avec les programmes nationaux qui sont déjà en place pour ne pas venir réinventer l'eau chaude. Et puis on a des espèces très particulières comme la grenouille des Pyrénées qui ne vit que dans une vingtaine de cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques, qui est une espèce endémique des Pyrénées et qui est suivie par l'association Cistude Nature dans le cadre du protocole Sentinelle du climat, qui est bientôt une espèce PNA, c'est pour ça que j'ai mis PNA entre parenthèses, en tout cas on croise les doigts pour que ce le soit, et qui semble aussi montrer une tendance relativement stable au cours du temps. Attention, vous le voyez, sur certaines espèces, il y a quand même des intervalles de confiance qui sont relativement grands. Donc, ça nécessite encore une fois de maximiser les suivis, de maintenir encore ces suivis sur le moyen long terme pour venir valider en fait, les premières tendances qu'on commence à obtenir. Je ne rentre pas dans le détail, mais toutes ces données-là sont analysées par des modèles de site occupancy, multi-espèces et multi-années, qui sont implémentés en bayésien. Donc, si jamais vous avez des questions,
Je ne sais pas si je pourrais y répondre. On a 3 espèces en augmentation, alors espèces avec des guillemets. On a la grenouille agile et le crapaud commun qui semblent avoir des tendances en augmentation. Et puis, on a les espèces du genre Pelophylax. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les amphibiens, nous, on a des grosses difficultés pour identifier à l'espèce les espèces les plus communes en France. Voilà, les grenouilles vertes, que tout le monde et n'importe qui rencontre dans son jardin, qui sont des espèces vraiment très, très, très réparties, nous n'arrivons pas à les identifier à l'espèce, donc on les met toutes dans leur genre Pelophylax. Donc, c'est un vrai souci. Tout ça pour vous dire que la tendance qui semble être en augmentation, très certainement qu'elle cache une tendance à la diminution pour une voire 2 espèces de Pelophylax qu'on a du mal à identifier. Donc gros bémol sur cette tendance pseudo en augmentation. Et puis enfin, voilà, sans être trop pessimiste, mais bon, ce sont les résultats, c'est comme ça. On a quand même plus de 40% des espèces qui ont été étudiées et qui ont été suivies qui montrent des tendances en diminution, donc significatives, bien sûr. Donc c'est le cas d'espèces même assez communes, hein, comme le crapaud calamite, qu'on peut retrouver relativement dans des secteurs de manière assez abondante, ou encore le triton palmé, qui est, je pense, l'espèce de triton la plus commune en France métropolitaine, ou encore la salamandre tachetée aussi, que vous connaissez aussi tous, et qui est une espèce inféodée aux zones forestières notamment. Donc on a aussi, chez les reptiles, on a ces mêmes tendances malheureusement chez les espèces les plus communes qu'on pensait un petit peu protégées de tous ces déclins et qui finalement montrent des tendances aussi en déclin. Un zoom sur la forêt, qu'est-ce qui se passe en forêt? Donc là, je vous ai remis exactement la même carte, mais uniquement avec les mares suivies en forêt. Alors, je n'ai pas fait de distinction forêt publique, privée pour le moment. Sur la carte, vous avez vraiment les sites en forêt. Il y en a un petit peu plus de 4500 en 2023. Vous avez la répartition entre forêt publique et privée. Et puis, il y a plus de 300 sites qui sont suivis par l'ONF. On a encore une forte hétérogénéité spatiale, comme toujours, hein, dans la répartition de nos suivis. Vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il n'y a pas grand-chose. En région PACA ou en Corse, elle n'est même pas affichée, la Corse. En Corse, on n'a rien aussi pour le moment, mais comme avec les suivis ornithos, on aura des suivis amphibiens à partir de 2024. Mais on a encore pas mal de travail pour venir couvrir toute la surface. On a refait tourner exactement les mêmes modèles, du coup, en ne prenant en compte que les données qui ont été récoltées au sein des forêts. Donc, on a des espèces qui ont les mêmes tendances, que ce soit à l'échelle nationale ou en forêt. C'est le cas de la grenouille agile ou du crapaud commun, par exemple. On a des espèces qui ont des tendances stables en France, à l'échelle nationale ou en forêt. C'est le cas du triton marbré. On a des espèces qui sont en diminution, peu importe, que ce soit en forêt ou à l'échelle nationale, les tendances sont toutes à la diminution. Et puis on a quand même 2 espèces qui ont des tendances différentes, c'est-à-dire qu'elles montrent des tendances vraiment en déclin à l'échelle nationale, mais qui se stabilisent dans les forêts. Donc c'est le cas de l'alite accoucheur, c'est un petit crapaud où c'est le mâle qui porte les œufs. Et puis le pélodite ponctué. Donc on a encore malheureusement peu de suivi et peu d'années de suivi dans les forêts, mais les premiers résultats semblent quand même indiquer qu'en forêt, il y a des choses intéressantes qui se passent et ça mérite vraiment de continuer et d'aller vraiment plus loin sur le long terme sur ces données empiriques. Sans aller plus loin, je vous montre juste, là c'est la carte de répartition des suivis reptiles. C'est un protocole qui est un peu plus jeune que le protocole POP amphibien, donc on a un petit peu moins de retours sur la base de données, mais on a quand même plus de 1000 transects, donc des petits linéaires en fait, que les gens parcourent pour rencontrer les reptiles, donc les serpents et puis les lézards, avec plusieurs suivis aussi dans l'année. Et aujourd'hui, j'ai plus de 30 transects qui sont aussi réalisés par les agents ONF. Donc, on voit que ça commence aussi à prendre un petit peu d'ampleur. On n'a pas trop les mêmes zones blanches ou les zones vertes que sur le POP amphibien, mais on travaille aussi main dans la main à venir couvrir tout le territoire. Ma problématique aujourd'hui, elle est simple, c'est de maintenir en fait le déploiement de ces 2 protocoles-là sur tout le territoire. On a un vrai enjeu de pérennisation des suivis sur le long terme. Faire les suivis pendant 1 an ou 2 ans pour les structures, on a entre 80 et 90% des suivis que je vous ai montrés, des résultats sont obtenus par les associations. Donc c'est vraiment principalement des herpétologues salariés d'entreprises privées qui font ce travail-là.
Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour eux de visualiser à long terme, d'ici 5, 10 ou 15 ans, le maintien de ces suivis. Donc on espère vraiment qu'on trouvera une solution pour les accompagner là-dedans. On a aussi une grosse problématique dans la remontée des données. Nous, on est tout au bout de la chaîne, mais du coup, on va récupérer des données de plusieurs centaines de structures différentes. Donc il y a aussi cet enjeu qui est crucial de venir bancariser et de standardiser les données pour pouvoir faire des analyses qui soient propres. Et puis maintenir une coordination et une animation nationale. Dans ce paysage-là, de challenges multiples et variés, on a quand même le rôle essentiel des structures publiques nationales qui nous aident et qui nous accompagnent depuis le début. Alors il y a l'ONF, mais il y a aussi l'OFB qui met en place des suivis de l'herpétofaune. Et donc je vais laisser la parole à Cédric pour nous parler de la partie ONF. Oui, merci Audrey. Oui, alors comme vient de le dire Audrey, effectivement, il y a une grosse partie de ces suivis, de ces programmes POP qui sont réalisés par les associations. Côté ONF, néanmoins, on y contribue et comme tu l'as dit depuis le début, alors c'est effectivement nettement mieux depuis qu'il y a un pilotage de ta part depuis 2021. Alors côté ONF, pour vous donner un peu de chiffres, c'est 95% de ce programme qui est réalisé par les membres du réseau herpétofaune, donc réseau de spécialistes, et puis on a, voilà, j'ai mis 5%, c'est peut-être pas un pourcentage exact, mais 5% qui sont réalisés par les agences territoriales. Ça reste quand même donc un protocole assez spécialisé, mais je pense qu'assez facilement, ça peut être fait aussi par des gens non spécialistes. Le temps passé, je pensais que c'était important de le préciser aussi, Audrey a rappelé un petit peu le protocole, on fait plusieurs passages. On est sur 3 jours par an, en étant même un peu large pour suivre un site POP amphibien et en général un petit peu plus pour le POP reptile, bon, qu'on a décidé de ne pas détailler là aujourd'hui. Mais globalement, ça reste des chiffres assez faibles, donc ce n'est pas ce qui nous prend énormément de temps. Je vous ai juste mis 2 photos, donc voilà, ça nécessite des fois d'aller dans les mares chercher les têtards sur le POP amphibien ou de lever des plaques à reptiles pour le suivi reptile. Et j'ai précisé aussi que 90%, puisque le ministère est présent, que 90% des membres du réseau bénéficient d'une autorisation de capture d'espèces protégées. Et notamment, elle nous sert pour ce programme-là. Alors après, côté ONF, pour déployer encore ces protocoles, jusque-là, comme je vous le dis, c'est majoritairement, on va dire que les sites POP amphibien ou POP reptile, c'est les points verts. Désolé, j'ai pas eu le budget comme Laurent pour faire une super vidéo, donc j'ai fait ça rapidement. Bref, les points verts, c'est les sites suivis, on va dire. Donc jusqu'à présent, comme je vous dis, majoritairement fait par le réseau Herpeto, mais on peut imaginer que dans les prochaines années, on arrive à le développer à la fois dans les agences études de l'ONF, avec des gens qui sont aussi très compétents, mais eux sans pour autant être dans le réseau de spécialistes, mais aussi dans les agences, que ce soit dans les unités territoriales, donc pour les termes, pour les sigles. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer sans que ça prenne énormément de temps. Vous avez vu, hein, ce n'est pas des suivis qui prennent trop de temps. Je pense que si un agent peut passer 3 jours, et encore officiellement, c'est 3 demi-journées sur ce programme-là, en fait, on démultiplierait énormément le dispositif. Et l'intérêt, bien sûr, c'est pour nous d'avoir des réponses aussi côté forestier. Audrey l'a un peu détaillé avec les questions qu'on se pose. Mais évidemment, plus on aura de points en forêt, plus on sera précis sur les tendances en forêt. Ensuite, on voulait vous faire un petit zoom sur la Guyane. Alors, je vais repasser la main juste pour cette diapo-là à Audrey, parce que pour le coup, nous, la Guyane, ça a été dit, hein, c'est 70%, enfin j'ai fait le calcul rapidos, c'est 70% de l'herpétofaune française. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, et ça valait le coup de faire des choses aussi. Donc, la Guyane, en fait, on arrive sur un territoire où il n'y a pas forcément de protocole de suivi mis en œuvre, en tout cas de manière automatique, comme ça a pu être fait sur l'Hexagone. Donc, nous, notre premier travail, ça a été de faire un état des lieux de ce qui existait. Ça a été assez rapide, on a fait le tour assez rapidement, mais il s'avère qu'il y a quelques protocoles qui avaient déjà été mis en œuvre par notamment des réserves naturelles qui marchent très bien, donc on les a validés statistiquement. Toutes les analyses statistiques sont
chapeauté, on va dire, par l'équipe d'Aurélien Bénard du CEF de Montpellier. Mais du coup, on a pu quand même valider certains protocoles, dont notamment des protocoles communautés pour les anours diurnes, par exemple. Mais voilà, ça nous a permis de faire un petit état des lieux de ce qui existait. La deuxième étape de notre travail, ça a été de prioriser les espèces, parce qu'en Guyane, il y a plus de 300 espèces d'amphibiens. On ne peut pas développer 300 protocoles, c'est complètement inenvisageable. Et puis, vous avez des espèces d'amphibiens qui sont très peu détectées, où c'est très difficile en fait de les observer, et où dans les bases de données, il y a 2 observations par an. Bon, ben là, clairement, en fait, il faut les écarter. Et malheureusement, ça peut être des espèces en danger critique d'extinction, c'est dommage, mais en fait, on ne peut absolument pas déployer des protocoles sur ces espèces-là. Donc, notre deuxième travail a consisté à prioriser les espèces sur lesquelles il était possible de mettre en place des modèles, des protocoles de site occupancy. Et donc ça a été le cas. Donc de nouveaux protocoles vont voir le jour aussi très prochainement sur la Guyane, dont un suivi spécifique pour une espèce PNA, Anomaloglossus blanci, et puis des espèces vivant en crique, donc des petits ruisseaux, ou un protocole aussi pour le suivi de caïmans, plusieurs espèces de caïmans aussi, à travers pareil un suivi de site occupancy. Donc on est sur un autre contexte parce que là on part un petit peu d'une page blanche avec quelques ébauches de protocoles et où on va pouvoir permettre à tous les herpétos guyanais de partir avec des outils dédiés à la saisie des données et où on sait exactement comment on va analyser les données. Donc on part avec vraiment quelque chose d'assez simple, d'assez clé en main et sans avoir à repartir sur des historiques parfois très compliqués de protocoles ou de données. Et donc, la prochaine étape qui va arriver très prochainement, ça va être le développement de ces fameux outils dédiés à la saisie des données et le déploiement de ces protocoles-là avec tous nos partenaires en local pour venir récolter de la donnée protocolée et ainsi obtenir les tendances de population des espèces cibles de Guyane. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est bon. Oui, je vais accélérer, quoi. Oui, en fait, c'est les dernières diapos. C'était pour un petit peu faire le lien aussi avec ce qui se passait côté ONF. Et la dernière diapo que je passerai après, c'est sur les liens avec la gestion forestière. Ça, c'est pour vous montrer, l'ONF participe, contribue, et surtout à venir dans les suivis que vient de présenter Audrey. Et puis cette année, donc c'est assez récent, on a réussi à monter des journées d'échange technique. Ça nous a permis à la fois, nous en venant avec notre expertise des réseaux naturalistes, alors le réseau Herpeto c'est pas 20 ans mais c'est 15 ans donc c'est pas si mal quand même, et donc avec notre expérience à nous des réseaux et les spécificités de la Guyane, que les collègues là-bas connaissent évidemment très bien, d'essayer de les aider, de les accompagner dans la création d'un réseau naturaliste guyanais. Et donc ça c'était assez précieux. Ces journées d'échange ont permis aussi de parler, alors tu l'as évoqué, du PNA Anomaloglossus, qui est le seul PNA amphibien malgré la richesse de la Guyane, et puis de sensibiliser un peu nos collègues là-bas sur on va dire l'intérêt, la richesse des mares à reproduction explosive. Vous en avez peut-être vu dans des reportages, vraiment des mares où tous les amphibiens viennent se reproduire rapidement. Et donc ça me permettait un petit peu de faire le lien avec la gestion, puisque que ce soit ces programmes de surveillance ou la sensibilisation à ces mares de reproduction explosive, tout ça permet vraiment de relever un petit peu les enjeux qu'il y a sur ces territoires. Et là, je voulais illustrer par le travail fait par les collègues, avec notamment en étudiant le LIDAR, donc toute la topographie du sol pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça nous permet d'identifier en fait, de manière informatique, toutes les mares potentielles qu'on va avoir sur certaines zones. Et lors de la création de pistes, en fait, vous voyez les pistes, alors ça a été dit dans la journée, là, dans la matinée, mais les pistes, quand elles sont créées, il n'y en a pas beaucoup qui sont créées, mais quand elles sont créées, ça fait quand même des belles emprises. Et donc le but était d'éviter, en fait, grâce à ce travail-là, ces mares très riches. Donc voilà, ça nous paraissait important d'illustrer ce travail fait par les collègues et de faire le lien avec la gestion forestière. Et je crois que c'est terminé, et donc on vous remercie en tout cas pour votre attention.
Bon, on va s'installer là, Audrey et Cédric, voilà, pour accueillir les questions dans la salle. Alors, sur les amphibiens, oui, monsieur. Jean-Jacques Bouteau. J'ai une question par rapport au suivi des amphibiens. Donc, il y a un certain nombre d'opérations en France au moment de la ponte des amphibiens où on met des bâches au bord des routes et en fait, c'est une forme de comptage aussi quelque part. Est-ce que ces données-là vous sont remontées? Est-ce que vous en avez connaissance? Parce que ça permet peut-être de croiser aussi les tendances de population par espèce, d'évolution. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est souvent des données, effectivement, au moment de la migration des amphibiens, qui vont concerner peut-être qu'une partie des espèces et pas forcément toutes, mais je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait de données bancarisées en fait à l'échelle nationale de ce type de sauvetage, parce que c'est clairement du sauvetage. Alors c'est dommage en fait. C'est souvent des bases de données qui sont stockées en interne. Alors parfois, on m'envoie les données. Donc j'en ai quelques-unes, mais je suis loin d'avoir de manière exhaustive toutes les données de sauvetage amphibien. Mais ça peut être une piste, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question moi, sur la classification. Là, vous disiez à quel point c'était compliqué de définir les espèces de grenouilles. Est-ce que la génétique peut vous aider pour ça ou pas? Alors non, pas vraiment. Parce que justement, c'est un complexe d'hybridogénèse où en fait les espèces se mélangent entre elles. Et du coup, vous avez des hybrides qui sont mélangés avec d'autres hybrides. Enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais la génétique est pas forcément. Elle peut un petit peu nous orienter, mais c'est pas sûr à 100%. C'est propre aux amphibiens, cette difficulté là, de classification? Je sais pas. Là, pour le coup, chez les amphibiens, l'hybridogénèse, elle est quand même assez importante et parfois complexe, avec des individus qui, d'habitude, les individus sont diploïdes, on dit, donc de paires de chromosomes. A priori, chez les grenouilles vertes, il y a des individus triploïdes. Donc là, ça complexifie énormément les choses. Je ne pense pas qu'on ait la même chose chez les reptiles. Je pense pas, à ma non. connaissance. Après, aujourd'hui, il y a peut-être 5 personnes en France qui sont capables au champ ou avec certaines mesures morphologiques à dire ça, c'est telle espèce. Mais bon, reposer des centaines de milliers de données que sur 5 personnes, ça paraît quand même très ambitieux. Alors après, il y a toute la question des enregistreurs automatiques, ça avait été posé. Mais en fait, beaucoup d'amphibiens ne chantent pas ou le chant n'est pas facilement audible. Les tritons, par exemple, ne chantent pas. Donc c'est vrai que quand on fait un suivi un peu global, ce serait un suivi spécifique à la rigueur sur les pélophylax qui pourrait être fait à base d'enregistreurs automatiques. Alors, qui souhaite poser une question? Bon, on est sur les sales bêtes, hein, on le sait. Hein, mais on adore les grenouilles, les crapauds. Oui, juste une question. Vous regardez l'occurrence ce champignon infectieux sur tous les amphibiens de la planète là, quand vous regardez vos bestioles? Alors, ce n'est pas automatique, parce que du coup, les suivis amphibiens ne nécessitent pas obligatoirement de la capture des animaux. Bien sûr. Donc, on peut faire juste au repérage visuel ou auditif. Le noter, oui. Voilà, mais quand les gens ont les amphibiens entre les mains, ils sont invités en fait à faire des prélèvements avec des écouvillons externes pour analyser, pour voir s'il y a la présence en fait du champignon qui dévaste un peu toutes les populations d'amphibiens en ce moment. Enfin, maintenant, il y en a 2. Donc, c'est les chytrides, des espèces de chytrides. C'est pas automatique, mais on invite à le faire. Ouais. Parce qu'on en trouve partout. Hein. On le Dès que je regarde. Oui, Dendrobatidis, on le retrouve partout. Et là, il y a une autre espèce qui arrive, qui est Salamandre ivorans, qui s'attaque principalement aux salamandres tachetées, qui, je crois, est encore à la frontière belge, mais qui devrait sans doute pas tarder à arriver chez nous. Il y a quand même 2 choses. Le premier, c'est que le champignon, il est un peu partout, mais il semblerait, d'après les études, que c'est des croisements de lignées de champignons qui font une lignée virulente. Donc du coup, ça complexifie aussi. Ils sont très forts pour faire ça, les champignons. Et oui. Et ça participe à la baisse des populations d'amphibiens, justement, ces champignons? Mondial, oui. Au niveau mondial, oui. En France, dans les Pyrénées, en tout cas, vous avez certaines populations du petit crapaud accoucheur, là, qui ont vu vraiment un déclin de 90% en fait, de la population dû à ce champignon-là. Donc il y a eu des énormes crashs de population, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est général, quoi. C'est très ponctuel. Mais on peut trouver des animaux malades un peu partout. Et pour compléter la réponse aussi, en fait, il y a eu des programmes pour des prélèvements, des échantillons en fait, sur la salamandre tachetée. Ça a été fait il y a quelques années avec Claude Miot, avec du prélèvement. Et là, ça a été une étude un peu nationale
c'est un peu de la surveillance en fait tout ça. Donc c'est vrai que je pense que ce seraient des programmes qui seraient amenés à être répétés. La surveillance sanitaire en les fait, 5 ans, tous les qu'on 10 ans, couple là. avec la surveillance de l'herpétofaune, tout à fait. Ouais. On l'a à la Massane. Comment ? On l'a sur la salamandre à la Massane. Ouais. Ouais, Avec une lignée virulente ouais, ça me parlait, oui, tout à l'heure. Et les facteurs justement d'effondrement, c'est quoi principalement? Destruction des habitats. Ok. Très clairement. Si demain vous voulez sauver les amphibiens, construisez une mare chez vous, dans votre jardin. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Aujourd'hui, c'est clairement la destruction des habitats qui est... en tenant compte de l'habitat si vous- terrestre qui est autour de la si mare. vous quand avez même. un jardin, bien sûr. Oui, sur un balcon, ça marche pas. Hein. Oui, non, ça marche pas sur les balcons. Et les voisins qui râlent quand ils chantent, bien évidemment. Hein. Ouais, bon, ça... Oui. Ils sont en Suisse, terrible. Ouais. Les voisins qui râlent à cause des grenouilles ou des crapauds. Qui souhaite poser une dernière question, monsieur? Oui. Non, on va prendre le micro parce que vous êtes filmé, alors on vous entendra pas autrement. Pardon. Comment explique-t-on la disparité régionale des points POP? Alors, en fait, nous, on travaille avec un réseau de coordinateurs régionaux. C'est-à-dire que dans chacune des régions de France métropolitaine, on a une personne qui n'est pas salariée de la Société herpétologique de France, mais qui est bénévole et qui est notre tête de réseau en fait, au niveau régional. Et en fait, cette disparité, elle s'explique un petit peu en fonction des personnes qui étaient présentes à ce poste-là à l'époque. C'est-à-dire que pour vous donner l'exemple de la Normandie, notre coordinateur, c'est Michael Barrios du CPIE du Cotentin, qui est extrêmement moteur sur toutes ces questions d'herpétofaune et de protection de la biodiversité, et qui a su, il y a 10 ans en arrière, bien avant que le programme de surveillance ne voit le jour, il a su trouver des financements, il a su faire un plan d'échantillonnage à l'échelle de la Normandie, et il a su fédérer autour de lui pour avoir tous les herpétologues de Normandie pour faire les suivis. Donc aujourd'hui, on a une énorme base de données en Normandie parce qu'il y a une personne qui a fédéré tout ça autour de lui. Ça a été le cas aussi dans d'autres régions, et puis dans d'autres où on a nos coordinateurs qui sont plutôt spécialisés dans les reptiles. Donc voilà, du coup, ils ne peuvent pas non plus être partout, mais c'était, je pense, très dépendant des personnes qui avaient ce rôle-là en région, quoi. En tout cas, il n'y a aucune difficulté technique. Voilà, le seul truc, c'est les reptiles. Dans le Grand Est, il n'y en a pas beaucoup, donc ça mobilise un peu moins de gens. C'est pour voir 2-3 espèces, c'est jamais très encourageant. Et puis un peu la Bretagne, des fois aussi, sur les reptiles. Les Bretons, ils rattrapent leur retard, là, les Bretons, ça y est, ils arrivent. Oui, avec le réchauffement climatique, c'est ce que j'allais vous demander. Par exemple, il y a vraiment des déplacements de population de reptiles aussi ou pas? Alors, on observe des choses en région PACA et oui, Occitanie, sur certains déplacements déjà. Mais comme vous avez vu sur la carte, on n'a pas énormément de suivi en fait, dans ces zones-là. Donc en fait, on le fait de manière arbitraire avec vraiment les gens qui vont sur le terrain très régulièrement et qui nous disent, bon là, il y a un déplacement qui se passe, mais on n'a pas 10 ans de suivi. Mais oui, il y a des déplacements, il y a l'arrivée de nouvelles espèces qui arrivent par l'Espagne. Il y a aussi l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes qui sont là aussi en amphibien, qu'il faut qu'on arrive aussi à gérer. Donc on est aussi dans cette dynamique de mouvement en fait, continuel des populations. On n'a pas de python birman encore en France, comme dans les Everglades. Non, Sauf pas s'il encore, est mais- échappé d'un terrarium. Ouais, ça peut se trouver. Bon, merci. Une dernière question? Ouais, très rapidement, avec le micro. Est-ce que dans les points POP amphibiens qui sont à la mare ou au réseau de mare, il ne serait pas pertinent, à l'occasion, d'observer aussi des choses assez faciles? On pense à la cistude, on pense au flutonageant, qui permettrait de coupler, d'avoir une autre information. Alors, tout à fait. La présence aussi d'autres espèces exotiques envahissantes, parce que nous, ça nous arrive aussi d'arriver et de voir la présence d'écrevisses nord-américaines ou des choses comme ça. La présence de la cistude aussi, effectivement, peut aussi être, ou même d'autres reptiles. Certaines espèces de serpents affectionnent les cours d'eau et qu'on peut rencontrer pendant les passages POP amphibiens. Alors, aujourd'hui, les outils de saisie de données, c'est une vraie problématique. Je pense que vous en avez tous conscience, mais on est un peu figé par rapport à des listes taxonomiques qui permettent de bancariser et de standardiser en fait, les données pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on invite les gens à saisir les amphibiens qu'ils observent. Mais je pense que c'est une bonne remarque quand même à se faire. Il faudrait peut-être qu'on se coordonne avec les autres groupes taxo, parce qu'effectivement, nous, nos collègues herpétologues, ils sont bien souvent pas que herpétologues. Ils aiment toutes les espèces animales autour d'eux, voire végétales aussi. Mais ce serait intéressant qu'ils puissent noter la présence de telle ou telle espèce d'oiseau ou autre qu'ils observent pendant les suivis amphibiens. Donc je prends note, je vais voir. Mais les outils sont un petit peu
un petit peu bloquant pour, je pense, répondre à cette problématique-là aujourd'hui. Et ta question, Patrice, elle rejoint aussi le séminaire que le ministère a confié à la SHF, si je ne dis pas de bêtises, sur la mutualisation inter-PNA, etc. Là, tu cites 2 autres espèces PNA. Et donc, ça va faire partie justement des discussions de voir ce qui est possible de mutualiser, plutôt que d'avoir des fois des entrées espèces, d'avoir des entrées, voilà, alors pas forcément milieu, mais encore un peu différemment. Faut que ça colle avec la phénologie, enfin, ça pose plein de questions, c'est pas si évident. Cédric Baudran et Audrey Trochet, on vous applaudit. Merci beaucoup.